Le conflit se caractérise par une impasse sanglante depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son opération militaire spéciale contre l'Ukraine en février 2022, alors que l'Ukraine défend courageusement son territoire et lance parfois des contre-attaques pour reprendre le terrain perdu. La Russie bombarde l'Ukraine de troupes et d'armes, en raison notamment de l'interdiction faite à l'Ukraine d'utiliser des armes fournies par l'Occident contre des cibles à l'intérieur de la Russie, ce qui aurait dangereusement accru les tensions européennes. Cette bataille exténuante a suivi un schéma prévisible pendant près de 30 mois. Tout cela a changé. Le président américain Joe Biden a en effet autorisé l'Ukraine à lancer une contre-attaque directe sur le territoire russe, avec le soutien d'autres membres de l'OTAN comme le Royaume-Uni. Cette initiative audacieuse ouvre la voie à un changement radical dans la bataille et fait voler en éclats la ligne rouge qui bloquait l'Ukraine. Ciblant la région vitale de Koursk, les militaires ukrainiens ont pénétré en Russie. C'est la première fois que les troupes ukrainiennes quittent leur territoire depuis le début du conflit. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine? Pourquoi à Koursk? Et surtout, comment cet événement pourrait-il influer sur le cours du conflit en Ukraine? Commençons par répondre à la plus urgente de ces questions. Que se passe-t-il donc à Koursk? Les défenses russes entre l'Ukraine et Koursk ont été percées le 6 août 2024, permettant à l'armée ukrainienne de pénétrer pour la première fois sur le territoire russe. Il est possible que les médias aient attendu que la Russie repousse rapidement les forces ukrainiennes, et ce qui explique que cette percée n'ait pas fait l'objet d'une large couverture médiatique le jour où elle s'est produite. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le Guardian a été l'un des premiers à rendre compte avec précision de l'incursion, un jour plus tard, indiquant que les combats à Koursk étaient entrés dans leur deuxième jour et qu'il y avait des indications selon lesquelles les forces ukrainiennes avaient progressé plus loin dans l'oblast de Koursk et jusqu'à 9 miles de la frontière. Une autoroute située au nord de la localité frontalière russe de Sverdiakovo, qui se trouve également à proximité d'un centre vital de transport de gaz naturel, a permis cette intrusion. Des sources russes officielles et officieuses ont rapporté que l'incursion avait eu lieu et qu'elle semblait impliquer plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui avaient exploité le fait que la frontière entre leur pays et Koursk est l'une des moins surveillées du point de vue russe sur l'ensemble de la ligne de front. Ces informations n'ont toutefois pas été vérifiées à l'époque. Selon The Guardian, la Russie a rapidement affirmé que l'intrusion avait déjà été éliminée. Au moment où le Guardian a publié son enquête, le ministère des Affaires militaires s'est rétracté en affirmant que l'infiltration avait été neutralisée le jour même et qu'elle se poursuivait toujours à la date du 7 août à midi. En outre, la Russie a donné des précisions sur sa réponse à l'offensive. Elle affirme avoir tué 260 soldats ukrainiens et détruit 50 véhicules blindés grâce à des tirs d'artillerie et de missiles. L'Ukraine n'a rien dit sur l'opération. L'histoire a été reprise par un certain nombre d'autres médias le 8 août. Parmi eux, le site d'information français Le Monde a affirmé que l'Ukraine avait envoyé un 0 soldat à Koursk au lieu des quelques centaines qui avaient été signalées précédemment. D'autres informations sur les actions de l'Ukraine après le franchissement de la frontière russe ont également été diffusées. L'Ukraine a franchi la frontière avec 10 chars et 20 véhicules blindés, soutenus par près de 2 0 soldats qui sont restés du côté ukrainien, maintenant leur position et se préparant peut-être à suivre les 1-0 premiers à Koursk. Cela remet immédiatement en question les affirmations de la Russie concernant la destruction de 50 véhicules blindés et montre à quel point il est difficile de déterminer toutes les spécificités de ce qui s'est passé jusqu'à présent. La Russie a proclamé l'état d'urgence à Koursk après que l'Ukraine a franchi la frontière et les troupes ont pénétré dans un certain nombre de zones, dont le petit village de Sudza. Selon les rapports, au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 30 blessés lorsque les missiles et les drones ukrainiens ont pilonné ces zones. En outre, l'incursion du 6 août a provoqué des combats dans les régions d'Olechnia et de Goncharivka, dans l'oblast de Koursk, où les forces ukrainiennes auraient encerclé et capturé des soldats russes. Selon M. Lomon, l'Ukraine a progressé le lendemain, capturant plus de 20 localités russes qui n'ont pas opposé une grande résistance, notamment Gornal Dariuno et Sverdiakovo déjà mentionnés. La station de gaz de Sudza, qui est l'un des rares points d'entrée du gaz russe dans le système de transport de gaz ukrainien et qui est supervisé par le géant russe de l'énergie Gazprom, a également été reprise par l'Ukraine à la suite de ces prises. Cette station est importante car elle est essentielle à la capacité de la Russie à livrer du gaz à l'Europe, ce qui pourrait entraîner la saisie de la station ou avoir un léger impact négatif sur le marché lucratif de l'énergie en Russie. Le 8 août, la NPR a également publié un rapport décrivant l'incursion. Il soutient les affirmations de Lomon selon lesquelles un 0 ukrainien sont entrés à Koursk, soulignant que le général Valery Gerasimov, chef d'état-major général de la Russie,
a fourni ce chiffre. Il a ajouté qu'il s'agissait de la première offensive de ce type menée par l'Ukraine. L'assaut de Koursk était la première fois que des troupes ukrainiennes pénétraient en Russie depuis le début de la guerre, bien que l'Ukraine ait auparavant soutenu de petits groupes d'exilés russes qui menaient des incursions transfrontalières limitées. Poutine a fini par avoir l'air idiot. Il doit maintenant défendre sa décision de laisser l'Ukraine annexer des terres russes, alors qu'il a passé une grande partie de la guerre à tenter de présenter la Russie comme une force inarrêtable qui finira par provoquer l'effondrement de l'Ukraine. L'incursion est loin d'être terminée, ce qui ne fait qu'ajouter l'insulte à la blessure. Selon un suivi en direct du conflit en Ukraine qu'Al Jazeera tient à jour à l'heure où nous écrivons ces lignes, les militaires ukrainiens sont toujours engagés dans des combats avec les Russes à Koursk. Un commentaire du conseiller présidentiel ukrainien Mikhailo Podolyak, qui attribue l'incursion à la Russie, est également inclus dans ce suivi. Il a déclaré dans un message sur les médias sociaux que l'agression indubitable de la Russie est la seule raison de toute escalade, de tout bombardement, de toute opération militaire, de toute évacuation de forces et de tout anéantissement de formes de vie normales, y compris sur les territoires de la Fédération de Russie comme Koursk et les régions de Belgorod. En outre, Al Jazeera indique 2 douzaines de chars au lieu de 10 pour les chars qui ont franchi la frontière. Les détails restent donc flous. Nous savons toutefois qu'un millier de soldats ukrainiens ont franchi la frontière russe et se trouvent à Koursk. Outre le fait qu'ils semblent avoir accès à des missiles et à des drones, les soldats sont soutenus par des chars et des véhicules blindés. L'Ukraine semble contrôler jusqu'à 20 petites communautés russes, mais ce contrôle pourrait n'être que temporaire. Elle a également pris le contrôle d'une station de gaz russe vitale. Cela nous amène à une autre question importante. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle choisi Koursk? La Maison-Blanche a posé cette question. L'Institute for the Study of War, ISW, un groupe de réflexion américain, a publié une mise à jour sur l'incursion dans la soirée du 7 août. Il affirme que les informations américaines suggèrent que l'Ukraine a pris une forteresse et ouvert une brèche dans au moins 2 défenses russes lors de son incursion à Koursk. En outre, elle a utilisé des données de géolocalisation et des photos satellites pour appuyer ostensiblement les rumeurs selon lesquelles l'Ukraine avait capturé des dizaines de personnes et contrôlait actuellement la station de distribution de Sud-Sugas. La Maison-Blanche a contacté les dirigeants ukrainiens en réponse à ces premières informations afin de les interroger sur les intentions de l'incursion. Nous allons prendre contact avec les militaires ukrainiens pour en savoir plus sur leurs objectifs, a déclaré Karine Jean-Pierre, secrétaire de presse de la Maison-Blanche, dans un communiqué publié le 7 août. En outre, elle a indiqué que la Maison-Blanche était favorable à ce qu'elle décrit comme des mesures de bon sens pour mettre fin aux attaques de la Russie. L'expression « bon sens » peut être un indice subliminal de l'attitude des États-Unis face à cette intrusion. Hormis la saisie de la station de distribution de gaz susmentionnée, la capture de la zone située à l'intérieur de l'oblast de Koursk ne semble pas avoir une grande importance militaire immédiate. Même dans ce cas, la valeur est négligeable. Cette station qui fournit du gaz à l'Ukraine n'a probablement pas été beaucoup utilisée depuis le début de la guerre. Un examen plus approfondi de Koursk révèle qu'elle semble avoir peu d'importance stratégique. L'oblast est loin d'être l'un des principaux centres de population de la Russie, avec seulement 61 millions d'habitants malgré sa taille de 11 582 miles carrés. Si l'Ukraine souhaite utiliser Koursk comme point de départ pour d'autres invasions en Russie, on pourrait faire valoir que son terrain montagneux et ses nombreux ravins pourraient lui donner un avantage tactique, mais cela semble improbable. Lorsqu'une nation veut conquérir une région entière, elle n'envoie pas une force de 0 soldat. Avec des champs occupant environ 77% de la ville, Koursk est un centre agricole majeur. Ces fermes cultivent principalement du blé et des betteraves à sucre, auxquelles s'ajoutent quelques cultures fourragères pour faire bonne mesure. Mais une fois de plus, il n'y a pas assez de terres pour soutenir une invasion dont l'objectif serait que l'Ukraine conserve les terres dont elle s'est emparée. Nous en revenons donc à la question suivante. Quel est l'objectif de l'Ukraine lorsqu'elle avance dans Koursk? L'oblast est simplement l'option la plus pratique pour permettre à l'Ukraine d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi les réponses ne sont pas nécessairement liées à Koursk elle-même. Comme l'affirme la BBC, l'objectif pourrait plutôt être Donetsk, une toute autre région. Depuis le début des opérations militaires spéciales de Poutine, Donetsk, qui fait partie de la région plus vaste du Donbass, a été une cible majeure pour la Russie et la région de Donetsk est symboliquement en partie liée à la Russie. Le russe est la principale langue parlée par un grand nombre de ses citoyens d'origine russe. Il y a sans aucun doute une influence russe dans la région, même si ces Russes ethniques ne constituent pas la majorité de la population de Donetsk, comme nous l'avons vu en Crimée en 2014 et par la suite. Après tout, comme le note DW, l'opposition la plus
féroce à la révolution orange de 2004 en Ukraine et au rassemblement de Maïdan en 2013 et 2014 se trouvaient à Donetsk et dans les zones adjacentes. Même avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, les combats n'étaient pas nouveaux dans le Donbass. En 2014, les séparatistes pro-russes ont déclaré que Louhansk et Donetsk étaient des républiques populaires distinctes de l'Ukraine, très probablement dans le but de les incorporer à la Russie. L'essentiel était que Donetsk a une valeur symbolique pour la Russie. Depuis le début du conflit, il y a eu une tentative persistante de s'emparer de la région en raison de sa signification symbolique. C'est pour cette raison que la Russie a envoyé tant de troupes à Donetsk. Outre le déploiement de dizaines de milliers de soldats, la Russie se concentre sur la création d'une ligne de front presque impénétrable qu'elle pourrait utiliser pour contrer la résistance ukrainienne qui s'affaiblit. Chaque jour, Donetsk est bombardé par des bombes planantes et la prise de Donetsk a ouvert la voie aux conquêtes ultérieures par la Russie des villes forteresses de Bakhmout et d'Avdiivka. En bref, la Russie investit une grande partie de ses ressources dans le Donbass et plus particulièrement à Donetsk. Cela ajoute à l'intrigue des événements qui se déroulent à Donetsk depuis l'entrée de l'Ukraine à Koursk. Mikhail Zorokov, analyste militaire, explique à la BBC que la Russie a dû transférer une partie de ses troupes stationnées à Donetsk après l'invasion de Koursk. Il affirme que les rapports officiels montrent que le nombre de bombes planantes russes larguées dans la région de Donetsk était beaucoup plus faible. Cela indique que les avions qui les transportent se trouvent actuellement dans une autre partie de la Russie. Koursk est probablement ailleurs. L'invasion ukrainienne de Koursk a réussi à chasser les forces russes d'une zone où elles étaient auparavant concentrées. C'était peut-être le but recherché. La Russie a réussi à concentrer la majorité des combats dans les régions dont elle souhaite s'emparer au cours du conflit en Ukraine. La Russie contraint l'Ukraine à répondre en déployant des soldats dans les régions qu'elle cible, ce qui est aussi rationnel que la force d'invasion. En raison des inévitables hauts et bas de la guerre, la Russie a laissé peu de défenses en place le long des parties de la ligne de front qu'elle partage avec l'Ukraine. Les frontières nord-est par lesquelles l'Ukraine a pénétré pour atteindre Koursk sont parmi les moins bien défendues. Il est donc possible que l'Ukraine oblige la Russie à détourner ses troupes des zones qu'elle considère comme prioritaires à la suite de l'incursion de Koursk. Les lignes de front russes à Donetsk sont affaiblies par la création de ces distractions par l'Ukraine, ce qui pourrait ouvrir la voie à des contre-attaques contre les offensives russes. Les diversions, à tout le moins, offrent un répit aux troupes ukrainiennes soumises aux bombardements russes dans les environs de Donetsk, leur permettant de réorganiser leur position et de se regrouper. D'une certaine manière, l'Ukraine demande des comptes à la Russie. Poutine était contraint de reconnaître qu'il ne peut pas se permettre de faire preuve de laxisme face à l'Ukraine. L'Ukraine pourrait tirer parti de toute faiblesse qu'il montrerait et l'utiliser contre lui, par exemple en ne renforçant pas les lignes de front près de Koursk. Cela nous amène à la deuxième explication possible du déplacement de l'Ukraine à Koursk. L'Ukraine démontre qu'elle est prête à franchir une ligne rouge, tout comme bon nombre de ses partisans. Nous l'avons évoqué précédemment lorsque nous avons discuté de la manière dont un certain nombre de pays occidentaux permettent à l'Ukraine de frapper la Russie sur son propre sol en utilisant leurs armements. L'invasion de Koursk pourrait s'inscrire dans la continuité de cette démarche. L'Ukraine démontrera à Poutine qu'elle est aussi capable d'envahir et de combattre à l'intérieur de la Russie que la Russie est capable d'envahir l'Ukraine en s'emparant agressivement de terres russes et en tirant des missiles derrière les lignes de front. Il est intéressant de noter que l'Ukraine pourrait éventuellement bénéficier du soutien des États-Unis pour cette invasion. La Maison-Blanche a également souligné que les interdictions américaines concernant l'utilisation de son armement sur le territoire russe n'ont pas changé, même si les États-Unis continuent d'exiger des réponses de la part de l'Ukraine, comme nous l'avons évoqué. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a ajouté de manière révélatrice que l'incursion à Koursk n'était pas contraire à notre politique. Il est peu probable que les actions de l'Ukraine soulèvent des problèmes avec son partenaire occidental le plus puissant, mais les États-Unis sont toujours à la recherche de solutions de bon sens. Jusqu'à présent, il existe deux explications possibles à l'incursion du Koursk. L'Ukraine pourrait utiliser cette incursion pour montrer jusqu'où elle et ses alliés occidentaux sont désormais prêts à aller au-delà des lignes rouges qui empêchaient auparavant l'Ukraine de faire autre chose que de se défendre contre l'opération militaire spéciale de Poutine. L'Ukraine l'a également utilisé pour étirer les forces russes le long des lignes de front, ce qui pourrait alléger la pression à Donetsk. Toutefois, l'Ukraine pourrait avoir décidé d'annexer Koursk pour une autre raison. Discussion. Des informations selon lesquelles Poutine était prêt à conclure la guerre en Ukraine par un cessez-le-feu négocié qui reconnaîtrait les lignes de combat à ce moment-là ont commencé à circuler en mai 2024. La Russie aurait sans aucun doute tenté de récupérer la zone ukrainienne qu'elle détenait auparavant dans le cadre de négociations
discussions plus approfondies à la suite de cette trêve. Cela aurait inclus des zones méridionales comme Mariupol et le Donbass, qui comprend Luhansk et Donetsk. En d'autres termes, la Russie était en position de force dans les négociations. Quelle que soit la maladresse de son invasion de l'Ukraine, elle avait réussi à s'emparer d'un territoire et était désormais prête à mettre fin au conflit et à revendiquer définitivement cette région. Selon de nombreux initiés du Kremlin, M. Poutine était prêt à faire pression pour obtenir ses pourparlers, d'après Reuters. Selon l'une des 5 personnes interrogées par l'agence, M. Poutine est prêt à se battre aussi longtemps qu'il le faudra, mais il est également ouvert à un cessez-le-feu qui mettrait fin au conflit. Lors d'une conférence de presse tenue en Biélorussie en mai, M. Poutine l'a essentiellement affirmé en déclarant « Reprenons les discussions sur la possibilité d'ouvrir des négociations, mais cette reprise ne pourra avoir lieu que si les conversations sont fondées sur les faits sur le terrain. Pour que la Russie s'arrête, il faudrait que l'Ukraine cède des territoires. Le pire, c'est que l'Ukraine n'a rien à offrir à la table des négociations. L'Ukraine dispose désormais d'un moyen de pression après s'être emparée d'une vingtaine de villages et d'un système vital de distribution de gaz à Koursk. Il est possible que l'Ukraine se soit emparée de ces terres avec l'intention de les conserver pendant longtemps. Si tel est le cas, des troupes supplémentaires afflueront à Koursk dans les prochains jours pour aider les 1-0 soldats qui sont entrés et les terres supplémentaires qui ont été capturées. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine a envoyé 2-0 soldats supplémentaires. Elle dispose enfin d'un moyen de pression pour obtenir des pourparlers de cessez-le-feu si la Russie et l'Ukraine entament des négociations alors que l'Ukraine détient toujours ces terres. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, pourrait proposer à Poutine d'échanger une partie du territoire ukrainien saisi par la Russie contre la région de Koursk. Il n'est pas certain que cette stratégie soit couronnée de succès ou que la Russie accepte d'entamer des pourparlers une fois que l'Ukraine aura regagné une partie de son territoire. Cela nous amène à la dernière question importante que nous poserons dans cette vidéo. Qu'est-ce qui va suivre? La réaction de la Russie pour commencer. Alexei Smirnov, gouverneur régional de l'Oblast, a proclamé l'état d'urgence immédiatement après l'invasion de Koursk. Il a affirmé que cette mesure était nécessaire pour prévenir les effets de l'entrée de forces hostiles dans la région. La Russie a fait décoller des avions de chasse qui, selon la BBC, ont été capturés en train de voler au ras du sol au-dessus de la zone à la recherche de soldats ukrainiens, alors que des alertes aériennes ont été lancées au-dessus de Koursk. Les affirmations de Mikhailo Djarkov, selon lesquelles la Russie réacheminait des avions de combat de la région de Donetsk pour résoudre le problème de Koursk, sont étayées par ces images. Les hommes politiques ukrainiens, quant à eux, s'intéressent comme tout le monde aux raisons de l'intervention. Le parlementaire ukrainien Alexei Oncharenko a déclaré sur Facebook que les frappes avaient abouti à l'annexion d'un territoire, mais il n'a pas précisé la stratégie. Mais il a déclaré que cela démontrerait aux Américains et aux Européens qu'attaquer la Russie est à la fois nécessaire et possible. Une fois de plus, le message est d'aider l'Ukraine à franchir de nouvelles lignes rouges. Après tout, c'est la première fois qu'une force ennemie s'empare d'un territoire russe depuis la Seconde Guerre mondiale. En outre, comme le note Oncharenko, Poutine s'est abstenu d'utiliser des armes nucléaires. L'Ukraine démontre ainsi au monde qu'il n'y a pas lieu de craindre une escalade ou la réponse de Poutine. Poutine a été humilié une fois de plus, une ligne rouge après l'autre a été violée, même s'il a menacé d'utiliser des armes nucléaires tactiques et d'autres choses tout au long de la bataille. Il n'a respecté aucun de ses avertissements et il a maintenant des troupes ukrainiennes sur son sol. Est-ce parce qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'un échange nucléaire déclencherait la Troisième Guerre mondiale ? Ou bien ne met-il pas ces menaces à exécution parce qu'il est conscient que la Russie, qui s'est complètement épuisée en Ukraine, est incapable de mener une guerre contre les États-Unis et l'OTAN? Andrei Beliassov, qui a été nommé ministre de la Défense de la Russie en mai 2024, après avoir été pendant 4 ans premier vice-premier ministre du pays, est confronté à son premier défi important dans son pays. Participer aux tentatives du Kremlin de transformer l'incursion en propagande pro-russe semble être une condition pour réussir ce test. Le deuxième jour de l'incursion, Poutine, qui dirige cet assaut, a affirmé que les actions de l'Ukraine constituaient non seulement une provocation importante, mais aussi que ces soldats tiraient au hasard sur les citoyens, leurs maisons et les bâtiments publics de Koursk. Ces déclarations n'ont pas encore été vérifiées. Bien que l'on ne connaisse pas le succès de ces efforts, la Russie a sans aucun doute déployé des forces militaires à Koursk pour stopper l'avancée ukrainienne. Selon le chef d'état-major général russe Valery Gerasimov, la Russie continue de détruire l'ennemi dans les régions proches de la frontière russo-ukrainienne.
Cette déclaration est suffisamment ambiguë pour laisser entendre que la Russie n'a pas encore réussi à chasser le millier de soldats présents dans la région et que l'Ukraine est toujours à Koursk. Le fait que ces affirmations publiques de répression de l'Ukraine soient contestées sur Telegram, la plateforme de médias sociaux la plus populaire de Russie, est encore plus préoccupant pour le Kremlin. Les stations pro-guerre du réseau affirment que la situation de la Russie est bien pire que ce que disent les politiciens. Selon l'une de ces stations, Rybar, les formations ukrainiennes se rapprochent des villes et la situation continue d'empirer. Là encore, ces affirmations ne sont pas prouvées. Tout cela aboutit à une situation perplexe. Nous savons que des troupes ukrainiennes sont présentes à Koursk, mais nous ne sommes toujours pas sûrs de leur niveau de réussite après qu'elles se sont emparées de villages et d'une installation de distribution de gaz. La confusion s'accroît si l'on ajoute les informations selon lesquelles des soldats russes ont été capturés. Des images de drones diffusées par l'Ukraine montreraient 32 soldats russes arrêtés, selon un rapport publié par le Kyiv Independent le 9 août. Le message de Telegram présentant les images indiquait également que 8 autres soldats étaient hors champ. Il s'agit de nouvelles affirmations, mais elles illustrent une fois de plus les affirmations impossibles à vérifier de manière indépendante. Il est évident que les tactiques ukrainiennes ont changé à la suite de l'assaut de Koursk. Elle s'est fortifiée pour résister aux incursions progressives de la Russie et s'est enfermée dans son propre territoire depuis plus de 2 ans. Pour la Russie, cette stratégie s'est avérée fatale. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'Ukraine a perdu 588-540 militaires depuis le début de la guerre. Toutefois, M. Zelensky en a de plus en plus assez de réduire la réserve apparemment inépuisable de soldats que M. Poutine envoie en Ukraine. La volonté de l'Ukraine de lancer une attaque est démontrée par l'incursion à Koursk qui choquera la Russie car Poutine reconnaît que sa nation n'est plus en sécurité derrière les lignes de front du conflit en Ukraine. Ce changement de stratégie pourrait avoir des répercussions sur l'Ukraine. Selon la BBC, l'Ukraine a tenté de se faire des alliés dans le cadre du conflit avec la Russie et cela pourrait être particulièrement vrai en Afrique. Le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine au cours des 3 derniers jours, apparemment en raison des remarques faites par un responsable militaire ukrainien qui a laissé entendre que l'Ukraine pourrait avoir contribué à la mort de plusieurs dizaines de soldats maliens en juillet 2024. Ces soldats auraient été assassinés lors de combats avec des terroristes liés à Al-Qaïda alors qu'ils travaillaient avec des mercenaires du célèbre groupe Wagner. Dans la foulée, Andrei Youssov a affirmé que les forces maliennes avaient obtenu les informations dont elles avaient de besoin pour mener à bien leurs attaques contre les combattants séparatistes. Une remarque non étayée qui, ironiquement, a coïncidé avec l'arrivée des soldats ukrainiens à Koursk et a conduit à la rupture des relations entre le Mali, le Niger et le Sénégal. Il est possible que le Kremlin ait exercé des pressions sur ces 3 pays pour qu'ils obtempèrent, l'Ukraine déclarant que la décision du Mali est conforme à l'ensemble du droit international tout en la critiquant pour sa précipitation et son manque de perspicacité. L'Ukraine n'a peut-être rien à voir avec la mort des soldats maliens. Au lieu de cela, alors qu'elle utilise l'invasion du Koursk pour démontrer sa position et accuser l'Ukraine d'être l'agresseur, nous pourrions assister une fois de plus à une politique russe basée sur l'influence. La Russie impose une victoire mineure en matière de propagande, tandis que l'Ukraine perd 3 amis africains potentiels, ou du moins 3 nations avec lesquelles elle pourrait renforcer ses liens diplomatiques. Il ne s'agit là que de spéculations, mais elles illustrent la manière dont la stratégie différente de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie peut avoir des implications plus larges. Le fait que les récentes actions de l'Ukraine ne fassent pas partie de l'agenda russe n'est pas une spéculation. Ce n'est pas le cas, il s'agissait d'une opération militaire spéciale, brève, incisive et dévastatrice en Ukraine. Outre la perte de centaines de milliers de soldats et de quantités massives de matériel militaire, la Russie perd actuellement des territoires au profit d'une nation qu'elle tente de conquérir à la suite de ce long conflit. Le plan ne fonctionne pas. Nous vous demanderons ensuite de nous faire part de vos réflexions sur l'incursion de l'Ukraine à Koursk. S'agit-il du franchissement temporaire d'une ligne rouge destinée à tester les limites des forces russes, ou est-ce le début d'une nouvelle stratégie qui verra l'Ukraine annexer beaucoup plus de terres russes à l'avenir? Selon vous, comment Poutine réagira-t-il à l'humiliation que cette intrusion lui a causée? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires.